7 septembre 1997, 7 septembre 2023, 26 ans déjà depuis que le deuxième président de la RDC, Mobutu Sese Seko, s'est éteint à Rabat, la capitale marocaine, après ses 32 ans au pouvoir. Quels souvenirs les Congolais gardent-ils de lui? Élément de réponse dans ces journaux. Et puis, à l'international, selon les données de la Banque centrale à Tripoli, les recettes pétrolières de la Libye représentent plus de 98% des revenus globaux entre janvier et août 2023. Les détails dans ces journaux. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition de journal sur Géopolis Télévision. Comme je l'ai annoncé dans le titre, 7 septembre 1997, Mobutu Sese Seko s'est éteint à Rabat, la capitale marocaine, après 32 ans de règne à la tête de la RDC, alors Zaïre. C'est jeudi 7 septembre 2023, c'est déjà 26 ans après la disparition de la figure emblématique de la vie politique de la RDC. À Kinshasa, une messe organisée en sa mémoire. Alors, qu'est-ce que les Congolais retiennent du deuxième président de la RDC? Suivez. La plus grande chose comme souvenir, moi je me souviens à l'unité nationale. C'est le père de l'unité nationale. Congo Bo Moko, Ekolo Bo Moko, Tata Bo Moko. Maintenant, nous sommes avec le président Fathi, Félix Antoine Tshisekedi. Il est dans les chemins de l'unité nationale où nous les soutenons. Donc en fait, nous soutenons l'idée de la sécurité et l'intégrité nationale, surtout dans l'unité nationale. J'ai connu Maréchal depuis l'âge de plus de 14 ans. Alors j'ai été le dirigeant des JMPR à la commune de Kinshasa. Bon souvenir, et c'était quelqu'un qui a fait l'unité dans notre pays. Donc Tata Moko, Mama Moko. Alors aujourd'hui, si on veut la division, ce n'est pas normal. Nous devons revenir à l'idée au papa, Lobaki Nabisoto Zali, Papa Moko, Mama Moko. Un autre chapitre à présent, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Denis Kadima Kazadi, a suspendu le secrétaire exécutif de cette importante institution d'appui à la démocratie, Mabikou Totokani, pour faute lourde. Selon les sources concordantes, il s'agit d'une sanction administrative de 15 jours, conformément au règlement administratif et financier de la centrale électorale. De plus amples détails avec Dieudonné Boinali. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Denis Kadima Kazadi, a suspendu le secrétaire exécutif de cette importante institution d'appui à la démocratie, Mabikou Totokani, pour faute lourde. Selon des sources concordantes, il s'agit d'une sanction administrative de 15 jours, conformément au règlement administratif et financier de la centrale électorale. Cette suspension intervient après de 3 mois de la tenue des élections générales prévues au mois de décembre 2023. Sous la supervision du bureau de la CENI, le secrétaire exécutif national est chargé notamment de mettre en œuvre les décisions de la Commission électorale nationale indépendante, coordonner les activités administratives et techniques des directions techniques, des secrétariats exécutifs provinciaux et des antennes, répercuter auprès des directions techniques, des secrétariats exécutifs provinciaux et des antennes les différentes orientations, décisions et instructions de l'Assemblée plénière ou du bureau et de veiller à leur bonne exécution. Préparer les dispositions pratiques de mise en œuvre des orientations, décisions et instructions de l'Assemblée plénière ou du bureau. Préparer l'exécution des plans, des programmes et des activités électorales. Observer la neutralité et ne solliciter ni accepter d'instructions d'aucune autorité autre que la CENI dans l'exercice de ses fonctions. Et enfin, s'abstenir de toutes actions pouvant porter préjudice à la CENI, devoir des réserves et exécuter son travail en ayant pleinement égard aux intérêts de la Commission électorale nationale indépendante. S'abstenir de toute action pouvant porter préjudice à la CENI, devoir des réserves et exécuter son travail en ayant pleinement égard aux intérêts de la Commission électorale nationale indépendante, institution d'appui à la démocratie.
Le gouvernement congolais, par son Premier ministre Sama Lukonde, salue les conclusions de la première édition du sommet africain sur le climat tenu au Kenya du 4 au 6 septembre 2023. Ces assises organisées par la Commission de l'Union africaine en collaboration avec les pays hôtes, la République du Kenya a eu pour thème promouvoir la croissance verte et le financement de l'action climatique pour l'Afrique et le monde. Suivez les détails dans ces récits. Dans la déclaration, dite déclaration de Nairobi, lue par le président du Kenya William Ruto, les dirigeants du continent ont demandé aux pays développés d'honorer leur engagement de fournir 100 milliards de dollars américains de financement annuel pour le climat. Les participants ont appelé également à une réforme urgente du système financier multilatéral dans le but d'obtenir des financements pour des projets d'atténuation et d'adaptation au climat. Faisant le point de la participation du pays par une délégation qu'il a conduite au nom du chef de l'État congolais, Sama Lukonde a salué les conclusions de ce sommet. La République démocratique du Congo a fait entendre sa voix, comme je l'ai dit, sur son potentiel et sur sa capacité de devenir comme pays solution. Nous le disons tous les jours, nous avons les minéraux de la transition énergétique, nous avons la forêt, les tourbières de captage de carbone, nous avons des rivières qui permettent une production d'énergie verte. Et donc tout cela, nous en avons parlé, mais nous avons dit ici, le défi, c'est de transformer ce potentiel en réalité pour nos populations, en termes de dividendes sur l'apport que nous donnons sur la préservation du climat et à la préservation de l'augmentation de la température à plus de 1,5 degrés. Le chef du gouvernement congolais a rappelé aussi le contenu de sa contribution à cette rencontre internationale lors de sa prise de parole devant les participants. Un discours qui a évoqué les 3 ingrédients indispensables pour prévoir l'avenir avec un ciel bleu. D'abord la volonté des pays pollueurs comme premier ingrédient sur leur contribution en termes de crédit carbone. Il faut en deuxième lieu de la détermination dans les engagements pris et surtout dans le vœu de laisser un monde meilleur aux générations futures. Il y a enfin la solidarité comme troisième ingrédient. Pour nous, la solidarité, nous la mettons d'abord sur les questions sécuritaires, a dit le chef du gouvernement congolais, Sama Lukonde. Et puis, la RDC et l'Angola tendent vers la mise en place d'une commission permanente mixte de défense et sécurité. Les travaux sur le projet de l'accord y afférent ont été lancés à Kinshasa. Il rassemble les experts de 2 pays. Il s'agit là d'une recommandation qui a été faite à l'issue des assises de la 10e session de la Grande Commission mixte tenue à Kinshasa du 27 au 29 octobre 2021. Suivez le vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Molipé, qui a lancé ces travaux. À l'occasion de la tenue de la réunion des experts congolais et angolais sur l'adoption de projets d'accord portant création de la commission permanente mixte défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et la République sœur d'Angola, j'aimerais à la table de ces propos remercier de tout cœur le gouvernement de la République d'Angola pour avoir répondu à l'invitation du gouvernement de la République démocratique du Congo en vue de prendre part aux présentes assises ici à Kinshasa, la ville capitale de la République démocratique du Congo. Par cette occasion, je souhaite la bienvenue et agréable séjour à toute la délégation angolaise ici à Kinshasa. Messieurs les chefs de la délégation angolaise, comme vous le savez, cette rencontre est organisée dans le but de l'adoption du projet d'accord portant création de la commission permanente mixte défense et sécurité entre nos 2 États. Elle a été recommandée à l'issue des assises de la 10e session de la Grande Commission mixte tenue à Kinshasa du 27 au 29 octobre 2021. Sur ce, je vous demande de vous mettre au travail afin d'aboutir à l'harmonisation des 10 textes, car les matières de défense et sécurité qui doivent lier nos 2 États sont d'une importance capitale et permettront de réguler nos relations bilatérales. Avant de clore mon propos, je rends un vibrant hommage à leurs excellences
João Lourenço, président de la République d'Angola, et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, pour avoir permis la tenue de la présente réunion au niveau des experts. Enfin, je déclare ouvert la réunion des experts entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola sur l'adoption du projet d'accord portant création de la commission permanente mixte défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola. Que vive la République d'Angola, que vive la République démocratique du Congo, que vive la relation d'amitié entre nos deux États, et je vous remercie. Ressortissants du Kenya sont exemptés de visa d'entrée en RDC. La Direction générale de migration informe que cette mesure a pris effet depuis le 1er septembre 2023. La DGM a publié une note circulaire le 6 septembre, 5 jours après que le Kenya ait annoncé la même mesure en faveur de Congolais pour le visa touriste. Patrick Elunga. C'est une nouvelle politique entre la RDC et le Kenya pour faciliter le mouvement de population pour une meilleure intégration dans la communauté d'Afrique de l'Est à laquelle les deux pays appartiennent, en plus d'être tous deux membres du COMESA. La RDC a l'opportunité d'accroître les échanges commerciaux avec le Kenya, géant économique dans la région d'Afrique de l'Est. Le Congo, avec plus de 2 millions de kilomètres carrés de superficie et ses 100 millions d'habitants, représente un véritable pôle de croissance avec un nombre de filières économiques inexplorées, telles que le secteur bancaire, avec un taux de bancarisation de moins de 10% de la population et 13% de pénétration des services financiers mobiles. Dans ces secteurs, le Kenya a déjà accru son investissement avec Equity Bank et Kenya Commercial Bank. La facilité des mouvements de population induite par l'exemption de visa entre le Kenya et la RDC va booster les échanges dans le secteur bancaire, bien dans d'autres activités économiques telles que l'agriculture. La RDC a un potentiel exceptionnel de plus de 80 millions d'hectares de terres arables, dont 10% seulement sont mis en valeur. Avec ces mesures, la communauté d'Afrique de l'Est pourrait devenir le bloc le plus intégré du continent africain. Avec l'adhésion de la RDC à cette communauté il y a un peu plus d'une année, le bloc de l'Est s'étend désormais de l'océan Indien à l'océan Atlantique avec une population estimée à 300 millions de personnes. Une brève dans ces journaux, toujours dans le même cadre. Après les Kenyans, la Tanzanie supprime le visa pour le ressortissant de la RDC. La nouvelle est confirmée dans un document de l'ambassade de la Tanzanie en RDC. À cette occasion, l'ambassade de la République unie de Tanzanie en RDC a présenté ses compliments au ministère des Affaires étrangères de la RDC et à l'honneur d'informer par la même occasion que la République unie de Tanzanie a modifié sa loi numéro CAP 54 sur les réglementations de l'immigration pour inclure la RDC parmi les pays pour lesquels ces citoyens n'ont pas besoin de visa pour entrer en République unie de Tanzanie. Et puis, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, séjourne depuis ce jeudi 7 septembre 2023 à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Après les honneurs dus à son rang, il a été accueilli sur les pieds de l'avion par les gouverneurs du Sud Kivu, Théo Ngwambiche Kassi et le vice-gouverneur Marc Malago Kachereke, en compagnie des officiels de la province et d'une foule de membres des différents partis politiques et de l'Union sacrée. Mais qu'est-il allé faire à l'Est? Réponse avec Dieudonné Boinali. Le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale est depuis ce jeudi 7 septembre 2023 dans la partie est de la République démocratique du Congo, plus précisément à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Aussitôt arrivé dans la ville de Bukavu, le warrior Vital Kamerhe a été accueilli au bas de la passerelle par le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwambiche Kassi, et le vice-gouverneur Marc Malago Kachekere.
en compagnie des officiels de la province et d'une foule de membres des différents partis politiques de l'Union sacrée pour la nation, dont l'Union pour la nation congolaise, sa formation politique. Mais qu'est-il allé faire à l'Est? Qu'est-ce que vous retenez de votre visite aussi qui vous... Nous sommes venus montrer à la population de Bukavu les œuvres réalisées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et d'autres qui se poursuivent, car vous le savez, on n'a pas construit Rome en un jour. Fin de citation. La situation économique et politique de la province du Haut-Katanga était au cœur des échanges entre le gouverneur Jacques Kabula et les commissaires européens Didier Reynders en visite officielle à Kinshasa. Pour l'officiel européen, le développement de cette province doit passer aussi par son secteur minier. Suivez. Jacques Kabulakato et Didier Reynders sont longuement échangés sur la situation économique de la province du Haut-Katanga. Pour les commissaires à la justice de l'Union européenne, la province devra se développer notamment grâce à son secteur minier. Et donc de voir dans quelle mesure on peut, en collaboration avec des opérateurs européens, développer le secteur d'énergie. Il y a un besoin d'énergie très très important dans la province, mais aussi les besoins dans le secteur agricole et de transformation de produits agricoles, donc d'agroalimentaire, parce qu'il y a une vraie capacité de production en la matière et on sait que les main-d'œuvre partent vers les mines avec peu de capacité dès lors de développement dans ces secteurs-là. Donc ce sont des projets assez importants que l'on pourrait continuer à mettre en œuvre, tout comme d'ailleurs dans le secteur minier, j'en avais parlé à Kinshasa également avec le président de la République, l'idée d'avoir un partenariat stratégique sur les minerais critiques, parce que ça permettrait aussi à des opérateurs européens de venir participer avec une intention très forte de développer l'aspect social de l'exploitation minière. Ce n'est peut-être pas toujours le cas de tous les opérateurs, mais nous avons, le souci évidemment d'aller vers une valorisation beaucoup plus importante du travail presté dans le secteur minier. Au cours de ces échanges, les deux personnalités sont revenues aussi sur le processus électoral en cours en RDC. L'autre développement, c'est le développement sur le plan sécuritaire, puisqu'on sait très bien qu'on approche d'une campagne électorale. Et je crois qu'il faut être très attentif à la manière dont on organise le maintien de l'ordre. On a aussi échangé sur le rôle de la police en première ligne en matière de maintien de l'ordre, avant de voir éventuellement un support militaire. Donc ce sont des thèmes importants. Et je crois que le gouverneur est très sensible à la fois au développement économique et social de la province, mais aussi à la sécurité et au maintien de l'ordre. À noter que Lubumbashi est la deuxième étape de ce séjour de travail de Didier Reynders en République démocratique du Congo. Autre chose, à présent, la commission du gouvernement chargée de faire la lumière sur le carnage de Goma intervenu le 30 août dernier et ayant conduit 51 Congolais à la mort est déjà à Kinshasa. Devant la presse, le numéro 1 de cette mission de pêcher au chef-lieu du Nord Kivu, le VPM, Peter Kazadi, a fait une restitution de faits à la base de ces drames qui a mis plusieurs familles en deuil. Suivez le VPM. Et ce qui s'est passé des particuliers les 30, bien avant les 30, lorsque ces éléments annoncent sa marche du 30, l'armée rwandaise se déploie tout au long de notre frontière avec le Rwanda. Les forces spéciales rwandaises sont déployées sur la grande et petite barrière à Goma. Ce qui a davantage motivé nos services à monter les niveaux de vigilance. Alors, comment est-ce que cette unité qui était en contact avec la population et qui a occasionné les incidents que nous déplorons est arrivée là-bas? C'était justement pour prévenir contre les mouvements que nous avons observés du côté rwandais. Nous avons aussi sorti nos unités d'élite pour non pas s'attaquer à la population civile, mais pour justement faire une marche de dissuasion et lancer à l'attention de l'alerte, à l'attention face aux velléités des Rwandais, leur dire que nous sommes prêts au cas où vous oserez traverser les frontières. Malheureusement, pendant qu'il marchait, un policier a été kidnappé par
les membres de la dite secte et alertés, ils ont pensé aller récupérer les policiers qui étaient entre les mains de la secte. C'est là, une fois arrivé, où on a trouvé, il y a des images qui existent, si vous n'en avez pas, je peux mettre à votre disposition. Ils ont trouvé des gens armés en armes blanches, des bâtons, des lance-pierres, et une discussion vive s'est engagée pendant qu'il y avait des négociations, puisque l'armée est allée d'abord négocier. Et pendant les négociations, on a tenté d'arracher l'arme à un militaire qui n'a pas su se maîtriser, qui s'est mis à tirer. Changeons de chapitre à présent. Célébration, c'est jeudi 7 septembre de la journée internationale de l'air pur pour le ciel bleu. Sous les thèmes « Ensemble pour un air pur », ces thèmes visent à souligner qu'il est urgent d'établir des partenariats plus solides et de partager les responsabilités pour venir à bout de la pollution. L'environnementaliste Bertrand Bouya souligne ici que la pollution de l'air est très préoccupante pour le bien-être de la population. Patience Lekeke. Le monde célèbre pour la 4e fois cette année la Journée internationale de l'air pur pour des ciels bleus, célébrée le 7 septembre, adoptée par la 2e commission de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Une journée qui vise la lutte contre la pollution atmosphérique, moteur du changement climatique et nuisible pour la santé, mais aussi susciter une prise de conscience à tous les niveaux et de promouvoir et de faciliter les initiatives visant à améliorer la qualité de l'air. L'environnementaliste Bertrand Bouya nous donne ici les causes et les moyens de combattre la pollution de l'air. C'est cette pollution de l'air qui est aujourd'hui responsable des changements climatiques que nous avons, avec toutes les conséquences liées aux perturbations des saisons, liées à la perturbation du calendrier agricole, liées à la sécheresse, désertification, l'assèchement de cours d'eau et tout ce qu'on peut avoir comme conséquences socio-économiques, même environnementales. Donc la problématique de la pollution de l'air est très préoccupante actuellement pour le bien-être communautaire lié à tous les aspects de la vie. Pour combattre la pollution, il suffit justement de combattre les causes de cette pollution. Dans les causes, je dis qu'il y a les industries, il y a les moyens de transport, il y a l'exploitation de ressources naturelles, il y a l'agriculture. Et donc, il faut améliorer ces aspects-là pour diminuer leur apport sur la qualité de l'environnement. Signalons que, selon l'Organisation mondiale de la santé, la quasi-totalité de la population mondiale, soit 99%, respire un air pollué et la nature transfrontalière de la pollution atmosphérique signifie que le partenariat à l'échelle locale, nationale, régionale et mondiale sont nécessaires pour répondre aux problèmes. Quittons à présent la République démocratique du Congo pour la page internationale. Rendons-nous au Ghana où l'heure est aux préparatifs pour la campagne 2023-2024 après une précédente saison tumultueuse. Les autorités veulent mettre les bouchées doubles pour réussir ces nouveaux exercices dont le démarrage est imminent. Ainsi, les prix à la production pour la tonne de cacao devraient grimper de 63% à 20 800 cédis, soit 1 825 $ durant la campagne cacaoère 2023-2024. Les détails avec Jojo Moulamba. Le prix garanti par le producteur de cacao est attendu en hausse de 63% en 2023-2024. Selon certains analystes, il devrait permettre notamment de lutter contre la contrebande grâce à sa meilleure attractivité et par rapport au tarif de la Côte d'Ivoire qui est prévu pour être en dessous de 1 600 $ américains la tonne. Dans le pays des Kwame Nkrumah, la saison 2023-2024 devrait débuter ce vendredi 8 septembre, soit un mois plus tôt en raison des difficultés du Conseil ghanéen du cacao. Les régulateurs a par ailleurs indiqué que l'ex-Gold Coast ne serait pas en mesure d'honorer des contrats portant sur un volume total de 40 000 tonnes en raison d'une récolte de 650 000 tonnes enregistrée en 2022-2023, soit les niveaux le plus faibles depuis 13 ans. D'un autre côté, le Conseil ghanéen du cacao est engagé dans une
une course contre la montre afin de mobiliser un prêt syndiqué pour réaliser ses achats de cacao durant la nouvelle campagne dans un contexte économique marqué par le fardeau du service de la dette. Plus globalement, la baisse de la production ghanéenne devrait s'ajouter aux tensions sur le marché mondial du cacao qui pourrait connaître un troisième déficit consécutif en 2023-2024. Déjà pour l'actuelle campagne, l'Organisation internationale du cacao s'attend à un manque de 116 000 tonnes de fèves sur le marché. Selon le donné de la Banque centrale 6 à Tripoli, le recette pétrolière de la Libye représente plus de 98% des revenus globaux entre janvier et août 2023. La Libye a donc enregistré de recettes de 16 millions sur le 8 premiers mois de l'année 2023. Les détails toujours avec Jojo Moulamba. Le recette total de la Libye s'élève à 78,2 milliards de dinars, soit 16 milliards de dollars américains sur les 8 premiers mois de 2023, a rapporté la Banque centrale libyenne qui note tout de même que les recettes pétrolières ont représenté plus de 98% de revenus globaux sur la période sous revue. Les tendances, tout en affichant un montant de 76,7 milliards de dinars, les dépenses totales quant à elles ont atteint 68,3 milliards sur la même période. Cette déclaration de la Banque centrale libyenne intervient 2 semaines après l'annonce de la réunification de 2 branches rivales de l'institution divisée depuis 2014 sur fond de lutte de pouvoir entre 2 gouvernements qui se disputent la légitimité. Pour les autorités libyennes de 2 parties, cette réunification représente une étape cruciale sur le chemin de la consolidation des institutions de l'État dans ces pays d'Afrique du Nord, en proie à une longue série de crises politiques et sécuritaires depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Pour ces pays à fort potentiel pétrolier, l'amélioration de la stabilité politique devrait avoir de répercussions favorables sur l'économie. Cette année, la croissance économique de la Libye est attendue à 17,7% contre une contraction de 12,8% enregistrée en 2022. Ce journal est complètement fini, mais je ne peux vous quitter sans vous rappeler les principaux titres. 7 septembre 1997, 7 septembre 2023, 26 ans déjà depuis que le deuxième président de la RDC, Mobutu Sese Seko, s'était éteint à Rabat, la capitale marocaine, après ses 32 ans au pouvoir. Quels souvenirs les Congolais gardent-ils de lui? Vous avez suivi dans ce journal. Et à l'international, vous avez suivi, selon le donné de la Banque centrale à Tripoli, les recettes pétrolières de la Libye représentent plus de 98% des revenus globaux entre janvier et août 2023. Ainsi prend fin cette grande édition du journal de ce 7 septembre 2023. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur Géopolis Télévision.